une autre, et encore une autre. Cette rythmique, aussi constante que désagréable, et la triste fatalité de ma réalité. Certes, il y a l'air salin et le bruit de l'océan qui fracasse les murs autour de moi, mais mon subconscient réussit tant bien que mal à enfermer mes sens dans une petite boîte comme un mirage loin pour arrêter de souffrir. Malheureusement, les gouttes d'eau glaciale qui percutent ma peau sont bien trop vives. À chacun de leurs heures, elles pénètrent mon échine comme des lames acérées. Dire qu'aucune rivière ni aucun lac glacé ne pouvait me terrasser. Mais à leur contact maintenant, je ne suis qu'un petit animal frigorifié. Il suffirait que je bouge de quelques pouces pour m'éviter ce supplice polaire. Mais il semble que ma volonté n'existe plus. À croire que j'accepte ce supplice. Pourtant, quel horrible supplice est-ce? Il n'y a vraiment que les hommes pour trouver des idées aussi rustres que de priver un être vivant de sa liberté. Comme le gibier embourbé dans un collet. Il ne me reste que le choix entre attendre que le prédateur passe me chercher ou m'épuiser à l'effort pour me sortir du piège. Les deux alternatives me laissent quelque peu dubitatif. C'est à se demander ce que je suis maintenant. Un trophée? Un sacrifice? Un futur divertissement sanglant? J'ai beau essayer, je ne comprendrai jamais la culture des hommes. Je suis un guerrier, moi. Ma place était avec les miens au combat, unis dans l'épreuve finale. Mais la vie est une bien étrange nature, et me voici ici. J'espère juste les rejoindre bientôt. Je me dis que si je suis tué avant de faire mon deuil, nous sommes un peu morts ensemble. Au même moment où une certaine paix grandissait en moi, un filet d'eau glacée tomba du toit pour se figer directement sur mon épiderme. Oh. Et le frisson finit par me prendre. Mes bras et mes épaules se mirent à bouger tout seuls dans de petits mouvements secs et rapides, comme si j'étais possédé. Mon dentier se lança dans un solo de tambour tout droit sorti d'un festival power. Mon corps se battait pour garder sa chaleur. Succombant à l'hypothermie, je me suis rappelé pourquoi j'essayais de bouger le moins possible. Une cicatrice qui me recouvrait tout le bras gauche me faisait atrocement souffrir. Mes joailliers avaient bien essayé de me coudre comme un vulgaire bout de tissu, mais la blessure n'était guère plus que guérie. Voir la preuve de mon échec à même ma chair me fait réaliser que le déni n'est plus envisageable. Je me suis surpris à me détester. Moi, qui avais toujours réussi ce que les autres ne pouvaient faire, j'ai mené mon peuple à sa fin. Moi, à la confiance en soi légendaire, je me surprends à douter de mes choix, à regretter d'avoir été chef. Un homme moins fort, mais plus sage, aurait peut-être pu voir le danger. C'est le coucher de soleil sur l'océan ombré qui me sortit de ma torpeur, apaisant ma colère. Une autre journée de perdue, à remonter le temps dans mon esprit, me suis-je dit. En ouvrant, l'espace d'un instant, ma petite boîte pour y laisser échapper une émotion qui me remplit les yeux de larmes. Sentir leur sillon chaud me réconforta, sachant que seul l'astre pouvait voir, de toute façon, ma faiblesse passagère. Une douche salée, lancée d'un seau, fut la façon rapide et efficace de voir que j'avais survécu une autre nuit entre ces murs. Je pourrais presque y prendre du plaisir, si ce n'était pas le picotement incessant que je ressens sur mes plaies. En ouvrant les yeux, j'ai pu remarquer la personne qui se tenait devant moi. À côté de mon geôlier habituel, un homme, aux cheveux et à la barbe blonde, qui me regardait de ses yeux bruns vifs. Il avait le regard et l'allure d'un guerrier. Il portait une armure complète, ornée d'une épaulette, comme celle que portent les humains qui utilisent la magie de Carnois. Un épéiste.
un tueur de mon peuple. Toutefois, le blason sous son armure verte représentait un magnifique Pawakwezi, ou cerf dans leur langue, que j'essayais tant bien que mal de maîtriser depuis mon arrivée ici. À la vue de l'illustration du cervidé, un mal de tête, dû à l'effort de me remémorer mes connaissances géopolitiques humaines, se mit à tourner dans ma tête. Nous avons été attaqués par ces bâtards de la rivière et leurs lames élémentaires à l'ouest des terres humaines. Pourquoi serais-je dans une prison de la famille Beauvoir, la plus à l'est de Kernois? J'essayais de trouver une certaine logique avec mes souvenirs embrouillés quand l'homme me coupa prenant la parole. Désolé de ce réveil impromptu, mais je suis un homme pressé. Cherchant des réponses, je les regardai directement dans les yeux, mais voyant que je ne répondais pas, il continua. Je m'appelle Nestor de Montbeauvoir. Je suis le seigneur de ce château et vous êtes donc mon invité. Suite à ma demande personnelle, j'ai aussi l'immense honneur, donné par le roi lui-même, de disposer de vous comme je l'entends. La meilleure chose à faire dans ce genre de situation est de rester silencieux et calme. Tout son langage non-verbal semblait chercher l'hostilité. Et cette petite joute se danse à deux. Il n'aurait pas le plaisir d'avoir de partenaire. J'ai lâché le contact visuel et j'ai simplement entendu la suite. Elle vint, bien sûr, avec son manque de patience. Voyez-vous, je suis un hôte difficile. Je ne garde pas vivants les invités qui ne me sont pas utiles. On se comprend, j'espère. Les joutes verbales n'étaient pas mon fort. Autant jouer le jeu de ce noble hautain et voir où cela me mènerait, me suis-je dit. On se comprend, sorti de ma bouche, beaucoup plus sec que je ne l'aurais voulu. Malheureusement, le sourire en coin qui se dessinait sur son visage à ma réponse me fit presque regretter d'avoir l'usage de la parole. Torturer un muet est bien moins amusant. Après un petit malaise silencieux, il y eut un rapide échange de regards entre le noble et mon futur partenaire de jeu. Celui-ci sortit alors, d'une petite sacoche, nos futurs jouets. Un petit acte ludique que seul mon partenaire, tout de cuir vêtu, allait apprécier. La peur grandissait en moi à la vue des instruments tranchants. Mais, fixant mon tortionnaire dans le blanc des yeux, comme pour lui faire comprendre ma détermination, j'ouvris ma petite boîte interne et y entassai ma peur, ma colère, mon désespoir et mon âme, ne lui laissant qu'une coquille vide à percer le trou. Grâce à la technique de mes ancêtres, Pana Siniwok, mon être reste enfermé dans mon noyau de terre. Même lorsque mon corps subit les pires supplices d'un homme tentant de me faire parler, ne rien ressentir est bien pratique. Mais cela a un coût. Je reste seul avec mes songes et mes souvenirs, à penser à ma femme, à mon peuple et à la mort de mes camarades. Comme je n'ai pas pu voir la fin des événements, je ne peux m'empêcher de croire qu'une grande partie d'entre eux a réussi à s'enfuir. Fuir le massacre dans la forêt et rejoindre notre tribu pour partir vers le lac Eka. Bien au sud, là où les humains n'oseront jamais les chercher. Si cela arrive, j'ai confiance. J'ai déjà tout expliqué à ma femme, Hi, sur l'itinéraire à suivre pour mettre notre peuple à l'abri en cas de fuite. Un véritable havre de paix les attend. Loin de la magie destructrice des hommes, l'endroit où ils se rendront est une magnifique vallée paisible, entourant un lac regorgeant de poissons. Une petite idylle que je gardais secrète, un refuge où je comptais me retirer le jour où je serais trop vieux pour diriger la tribu. J'accepte d'avoir échoué comme chef, mais je refuse de croire que je serai le dernier chef des Sibiwajak, que j'ai été celui qui les a amenés à leur perte, à la confrontation avec des êtres surpuissants venus conquérir notre monde comme des dieux ou des démons. Mon réveil de Pinasiniwak ne fut pas sans douleur. Reprendre possession de mon corps était toujours quelque peu désagréable. Mais le rejoindre maintenant était une véritable souffrance. Ma chair n'est plus qu'une passoire par laquelle le sang s'échappe, comme bon lui semble. Ma gorge est brûlante et sèche comme si j'avais bu des litres d'eau bouillante. Et même si je peux bouger, signe qu'il ne me semble pas que j'ai d'eau brisée, il me reste pas un seul ongle. C'est en faisant l'examen de ce qui me restait d'enveloppe charnelle
que j'ai fini par la voir. Une ombre, devant la porte de ma cellule, immobile, comme si elle attendait que je la remarque pour m'attaquer. Heureusement, même si sa présence me surprit aux premiers abords, j'ai fini par la reconnaître. Je pensais t'avoir dit de ne plus revenir me voir, jeune fille, lui dis-je, sortant de la pénombre pour montrer son visage. À la lueur des torches, elle me cracha. Pourquoi vous ne dites rien? J'ai entendu mon père dire qu'il était vraiment déçu de votre silence. Pourquoi vous vous laissez mourir? Pourquoi n'êtes-vous qu'un simple loup qui a perdu ses crocs? Je pouvais comprendre sa tristesse. Cette jeune femme est venue souvent me voir depuis que je me trouve ici, pour me poser des questions sur moi et ma culture avec des yeux remplis de rêves à chacun de mes détails sur nos contrées. Mais elle ne pouvait pas comprendre. Je ne suis pas qu'un vulgaire divertissement pour une petite sans canine. Laisse ce vieux loup mourir. Pensant qu'elle allait finir par s'éloigner, elle fait tout le contraire. Au lieu de partir, elle s'approcha encore de ma cellule, agrippant la porte à deux mains et collant son front sur les barreaux. Et si je vous disais que la raison de votre défaite est la trahison, qu'une femme de votre tribu vous a vendu, retrouveriez-vous vos crocs? À ces mots, ma boîte éclata à l'intérieur de moi. Cette révélation change tout. Ce n'était plus un raid qui avait mal tourné, non, mais la survie de ma tribu qui était en péril. Je dois changer pour les sauver. Je regarde la petite adolescente blonde devant moi, avec le plus de rage possible, et je lui confirme ce qu'elle voulait entendre. Je les ai retrouvés. Continuez, s'il vous plaît.